Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très enthousiaste aujourd'hui de parler avec le professeur Jeffrey Sachs de ce qui se passe avec le processus de paix en Ukraine. Cela fait suite au fait que les États-Unis ont amené Zelensky à accepter une proposition de cessez-le-feu qui était, je suppose, toujours un peu vide de contenu. Mais néanmoins, nous avons vu que l'envoyé de Trump, Steve, est parti à Moscou pour discuter des conditions de fin des combats et effectivement avancer avec ce cessez-le-feu. Et cela semble s'être bien passé, étant donné que Trump a dit qu'il était optimiste. Demain, mardi 18 mars, Trump et Poutine devraient apparemment se parler au téléphone. Donc je voulais d'abord vous demander, qu'est-ce qui est réaliste d'attendre de cela? Eh bien, il y a évidemment beaucoup de discussions en coulisses auxquelles nous n'avons pas eu accès. Donc la vraie question est, au-delà de la discussion sur un cessez-le-feu de 30 jours, qu'est-ce qui a été discuté de manière substantielle avec les Ukrainiens, peut-être même convenu, bien que, selon la réponse ukrainienne, rien. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu isolé. Pourquoi y en aurait-il un? Les Russes n'accepteront pas cela. Ils ont l'élan militaire et ils n'ont pas entendu un mot officiel de la part des Ukrainiens sur l'une des causes fondamentales de la guerre. Et c'est ce que disent les Russes. Mais c'est aussi vrai. Ce n'est pas seulement une position russe. Cette guerre doit être terminée sur des bases politiques, dont les plus fondamentales incluent 3 éléments. La neutralité ukrainienne contre la défense continue l'Ukraine, et c'est dans l'est de l'Ukraine l'adhésion à l'OTAN. Le deuxième est un règlement sur les questions territoriales. Et le troisième est un règlement sur une sorte d'arrangement de sécurité dans le cadre d'un accord de paix. Maintenant, nous n'avons pas entendu publiquement de mouvement de la part du gouvernement ukrainien sur l'un de ces 3 points. Selon le gouvernement ukrainien, d'après ce que j'ai entendu, et j'ai peut-être manqué quelque chose, la demande d'adhésion à l'OTAN continue essentiellement à ce jour. La demande de récupération complète de tous les territoires jusqu'aux frontières de 1991 reste la position officielle. Et en ce qui concerne les questions de sécurité, fondamentalement, l'adhésion à l'OTAN ou les troupes de l'OTAN, y compris la participation des États-Unis, continue d'être la position concernant la sécurité. Maintenant, ce ne sont pas les bases de la paix, car la Russie a des intérêts de sécurité qui sont fondamentaux et qui ont conduit à cette guerre. La Russie a l'élan sur le champ de bataille. Donc, appeler à un cessez-le-feu de 30 jours en soi ne signifie rien. Maintenant, vraisemblablement, lorsque les représentants des États-Unis et les représentants ukrainiens se sont rencontrés à Jeddah, ils n'ont pas passé 8h30 à huis clos à discuter d'une déclaration très courte. Ils ont discuté de ces conditions de base. On pourrait soupçonner qu'il y a eu des mouvements à ce sujet. Les États-Unis ont plus ou moins fait un mouvement très important à ce sujet, en disant que oui, l'OTAN ne s'élargira pas. Il faudra faire des concessions territoriales. Il faudra mettre en place des arrangements de sécurité qui n'incluent pas, par exemple, les États-Unis. L'Ukraine, à ma connaissance, au moment où nous parlons, n'a pas fait de mouvement public à ce sujet, et nous ne savons pas s'il y a eu un mouvement privé. Maintenant, après cette réunion de 8h30 à Jeddah, l'envoyé américain Steve Witkoff a rencontré le président Poutine. C'était, pourrait-on dire, une réunion conviviale d'une certaine manière. La réunion elle-même a été mutuellement respectueuse et diplomatique. Les déclarations qui en ont découlé étaient les mêmes, avec la Russie disant « Oui, nous pourrions accepter un cessez-le-feu si les causes fondamentales de cette guerre sont reconnues ».
il y a eu un nouvel échange concernant les troupes russes et ukrainiennes encerclées dans la région de Koursk dans les 2 jours qui ont suivi. Il y a eu des déclarations optimistes du président Trump sur ses réseaux sociaux. On peut supposer que quelque chose se passe en coulisses, mais nous ne savons pas. Et ces déclarations provenant des dirigeants européens sont aussi belliqueuses que jamais. Nous avons donc probablement 2 niveaux de diplomatie en cours. Quelque chose à huis clos et quelque chose en public. Si la seule chose que nous avons est que les États-Unis disent essentiellement que l'OTAN ne s'élargira pas, qu'il doit y avoir des concessions territoriales et qu'un arrangement de sécurité n'impliquera pas les États-Unis, mais qu'il n'y a pas d'accord sur ces questions fondamentales, ni par l'Ukraine, ni par les grandes puissances européennes. Alors je pense que ce que nous aurons, c'est que les États-Unis se retireront simplement de ce conflit, et les événements suivront en Ukraine, probablement conduisant à des pertes majeures pour l'Ukraine sur le champ de bataille. Mais s'il y a plus d'accords à huis clos, ce qui me semble tout à fait plausible, alors peut-être que nous nous dirigeons vers un véritable accord. Eh bien, le récit en Europe concernant cette trêve est interprété d'abord, du moins dans les médias, comme une offre à prendre ou à laisser pour les Russes. Il y avait donc beaucoup d'excitation, parce que l'hypothèse était que les Russes ne pouvaient pas accepter cela. Et une fois qu'ils ne l'acceptent pas, les États-Unis devraient s'en prendre à la Russie de manière significative. En d'autres termes, les États-Unis devraient revenir et se rallier à notre côté pour poursuivre une longue guerre à la place. Et puis il y avait Starmer, qui a intégré cela dans le récit que bien Zelensky a montré qu'il voulait la paix, mais maintenant Poutine ne le veut pas. Donc cela a été utilisé à toute fin utile. Mais, bien sûr, venant de Trump, autre chose est dite. Il a dit qu'il était optimiste, que Poutine respecte l'Amérique et que l'Ukraine n'aurait pas dû, selon ses mots, se battre avec un adversaire beaucoup plus puissant. Mais où se trouve la marge de compromis ici? Je suis curieux, parce que la neutralité englobe beaucoup de choses. Ce sont des garanties de sécurité. C'est la sécurité. Oui, ce sont des forces de maintien de la paix sur le terrain. Tous ces éléments sont liés à la neutralité. Bien sûr, avec les différents territoriaux, il semble y avoir un peu plus de marge de manœuvre, ou du moins il pourrait y en avoir en termes de tracé des frontières administratives. Car Trump a dit que nous parlerons de terre et de centrales électriques. Je suppose qu'il s'agit de la centrale nucléaire de Zaporizhia, qui est sous contrôle russe, et elle est de son côté du Dniepr, un peu trop près de la Crimée. Alors, où pensez-vous qu'il y a une possibilité de trouver un compromis? Serait-ce sur l'architecture de sécurité ou comment voyez-vous, eh bien, quelle est la marge de manœuvre réelle pour les 2 parties? Tout d'abord, permettez-moi de dire que ce que disent Starmer et Macron n'a absolument aucun sens pour moi. Les Britanniques ne me semblent presque jamais logiques, je dois dire, dans tout ce qu'ils disent, à cause de la belligérance, de la russophobie, du manque de sens diplomatique. Cela a 200 ans d'histoire. Et c'est très triste et irréaliste. Mais en termes d'expression de ce qui se passe réellement, c'est délirant. L'idée que Trump a fait une offre à prendre ou à laisser, et que les États-Unis allaient, je cite, rejoindre la guerre, est complètement délirante. Trump et les États-Unis ne vont pas rejoindre la guerre avec de nouveaux paquets d'aide militaire et une guerre prolongée en Ukraine. Les États-Unis, dans leurs conditions politiques, fiscales, militaires et géopolitiques actuelles, ne vont pas faire cela. Pourquoi les Européens le croient? Je ne sais pas s'ils le croient. Pourquoi ils l'expriment en public me dépasse. Car avoir tort tout le temps, comme les Britanniques et les Français, ne me semble pas être une négociation habile, une politique habile ou un marchandage habile.
Je le considère donc comme de l'incompétence et de l'intransigeance, plutôt que comme une perspicacité tactique, et encore moins stratégique de leur part. Bien sûr, tout ce que je dis pourrait être faux. Les États-Unis pourraient annoncer « Eh bien, la Russie ne bouge pas, donc nous rejoignons la guerre ». Je trouve impossible, dans le contexte de la politique américaine, des intérêts américains, de la position de Trump et des positions répétées de tous ceux qui l'entourent, de croire que quelque chose de semblable soit le cas. Donc, permettez-moi de commencer par là. Je n'accorde aucun crédit aux positions britanniques et françaises, et j'ai entendu en privé des dirigeants européens dire le contraire. Donc permettez-moi d'ajouter cela aussi. En ce qui concerne les conditions réelles pour la paix, je crois que la question de l'OTAN est sine qua non. La question de l'OTAN est, à mon avis, le casus belli fondamental. Cela remonte à 30 ans. Ce n'est pas un secret. De nombreuses fois, des responsables occidentaux ont exprimé la vérité à ce sujet. Trump a dit la vérité à ce sujet. Des responsables américains ont dit que l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN. L'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN. Point final. Tout le monde doit comprendre cela. Cela n'arrive pas. Que l'OTAN survive est encore une autre question, d'ailleurs. Il n'est pas impensable que dans 10 ans, il n'y ait plus d'OTAN. Mais étant donné cela, l'Ukraine ne rejoint pas l'OTAN. D'accord, passons à la suite. Qu'en est-il du territoire? Eh bien, la Crimée ne retourne pas à l'Ukraine. Elle a fait partie de la Russie pendant des siècles, jusqu'à une manœuvre plutôt arbitraire lorsque la Crimée a été offerte à une partie administrative de l'Union soviétique, c'est-à-dire la République socialiste soviétique d'Ukraine, en 1954, à l'occasion d'une célébration de 300 ans d'un traité qui avait fait, selon le point de vue russe, de l'Ukraine un subordonné de l'Empire russe en 1654. D'accord. Ukraine subordinate to the Russian Empire back in 1654. Okay. L'Ukraine, pour d'innombrables raisons, la Crimée ne retournera pas à l'Ukraine. Point final. Ensuite, viennent les questions des régions annexées, des deux oblasts du Donbass, de Zaporizhia et de Kherson. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de marge de manœuvre et de négociation moi-même, parce que la Russie a gagné sur le champ de bataille. Si cela avait été le processus d'Istanbul en avril 2022, non. Ceux-ci ne seraient probablement pas devenus territoire russe. Il y aurait eu la mise en œuvre des accords de Minsk II dans le Donbass, et les questions de Zaporizhia et de Kherson ne seraient jamais apparues. Le camp occidental, dirigé par Biden, a été stupide. The Western side, led by Biden, was stupid. They were stupid to block the Istanbul process. Ils ont été stupides de bloquer le processus d'Istanbul, qui aurait mis fin à ce conflit en avril 2022. Maintenant, les événements ont continué. Eh bien, les négociations sont d'autant plus difficiles sur le territoire. L'Ukraine devra céder beaucoup de territoire. Je ne suis pas dans la salle de négociation et je ne vais pas négocier de cette manière. Je dis simplement que les événements sur le terrain depuis le processus d'Istanbul ont empiré la situation territoriale de l'Ukraine. Et c'était prévisible. Et moi, vous et d'autres l'avions prédit. C'est donc triste. Si vous jouez une main perdante et que vous continuez à augmenter les enjeux, vous perdez plus à la fin. Et c'est ce qui est arrivé à l'Ukraine. Et c'était la faute de Biden et des dirigeants européens, mais surtout de l'administration Biden. Boris Johnson, qui dirigeait le Royaume-Uni en avril 2022, s'est rendu personnellement à Kiev pour leur dire de continuer à se battre et de ne pas accepter un accord qui était à portée de main. En ce qui concerne les arrangements de sécurité, les questions centrales incluent 2 points. Quelle est la situation militaire? Qui a ou n'a pas de troupes sur le terrain? Quelle est la taille des armées? Et ainsi de suite en Ukraine. Et deuxièmement, quel est le rôle de la Russie dans les arrangements de sécurité? La Russie a déclaré « Nous ne serons pas spectateurs des arrangements de sécurité, car alors vous créez un prétexte et nous revenons à la guerre. »
D'autre part, la Turquie et les puissances européennes disent que cela ne peut pas être un mot vide de démilitarisation unilatérale de l'Ukraine. Il doit y avoir quelque chose de plus que cela. Mon propre point de vue que j'ai avancé depuis de nombreuses années est que cela devrait se faire dans le cadre du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui inclurait automatiquement la Russie, mais aussi, bien sûr, inclurait de manière importante la Chine, qui est une force de stabilisation majeure pour un accord, car la Chine voudra voir un accord respecté. Et cela inclut bien sûr la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. Ainsi, le Conseil de sécurité est un bon lieu pour les négociations, la mise en place des accords de sécurité, et souvent il y a le Conseil de sécurité, plus d'autres parties co-garanties d'un accord de sécurité. Et c'est là que cela devrait être négocié. Je trouve personnellement que l'ébauche presque finalisée de l'accord d'Istanbul du 15 avril 2022, ou le processus d'Istanbul, constitue une base pour la paix. En gros, les deux parties allaient parvenir à la paix si l'administration Biden n'était pas intervenue pour poursuivre la guerre. Par conséquent, toutes ces questions dont nous parlons, neutralité permanente ou non-élargissement de l'OTAN, les questions territoriales et les questions de sécurité étaient presque réglées. S'il y avait eu un intérêt pour la paix de la part de l'administration américaine, ces questions restantes auraient été réglées par la diplomatie et non écartées comme elles l'ont été par la poursuite de la guerre. Nous savons donc que nous ne sommes pas loin, sauf en Europe, où la rhétorique est incroyablement enflammée et souvent obtuse, et en termes de l'unilatéralisme de Macron et Starmer, qui encourage le côté européen. On dit, d'ailleurs, je l'ai entendu plusieurs fois, et je pense que c'est peut-être souvent dit en France, eh bien, Macron a essayé, et il a été repoussé. Alors pourquoi devrait-il essayer à nouveau? Cette idée de la façon dont l'histoire s'est déroulée et comment les négociations se passent est si primitive que vous ne vous attendriez pas à ce qu'un enfant de 12 ans utilise ce genre de logique. Mais c'est en fait la logique. Il a été repoussé, il a été insulté, il a été humilié. Oh, arrêtez, vous plaisantez? Vous vous assoiriez pour négocier un arrangement sérieux? C'est mon conseil. Oui, à l'époque, au début de 2022, quand Macron a dit « Eh bien, peut-être que la Russie a besoin de certaines garanties de sécurité », cela a été immédiatement rejeté comme une sorte d'apaisement. Donc, non, je suis d'accord avec cela. Mais aussi, je trouve très intéressant ce que vous avez dit sur qui devrait observer un futur cessez-le-feu avec un accord politique, qu'il vaudrait mieux avoir plus d'implication de la Chine et du Sud global, parce que je ne peux pas imaginer un scénario où le cessez-le-feu est rompu et les Européens qui l'observent diraient alors « Oh oui, c'est le côté ukrainien qui l'a fait ». Ce serait très, vous savez, c'est une guerre par procuration. Ils sont partie prenante du conflit. Mais aussi, les Russes ont dit qu'ils ne se soucient pas vraiment de ce que les Européens pensent d'eux, mais qu'ils se soucient beaucoup de la Chine. C'est très important parce que nous ne sommes pas dans une négociation bilatérale. Les gens l'oublient complètement. Les gens pensent qu'il s'agit d'une négociation bilatérale entre la Russie et l'Ukraine. Ce n'est rien de tel. Nous sommes dans un monde complètement interconnecté, où cette guerre impacte le monde entier et où la Russie a des intérêts mondiaux. Les États-Unis ont des intérêts mondiaux. L'Europe a des intérêts mondiaux. Si vous trichez vulgairement sur un accord que vous avez fait au monde entier, par l'intermédiaire de l'ONU et spécifiquement du Conseil de sécurité de l'ONU, les conséquences sont tout à fait différentes de ce que vous auriez dans une situation bilatérale où un côté triche sur l'autre. Mais il n'y a pas de recours à des tiers.
C'est l'idée, d'ailleurs, de la loi elle-même, que vous n'avez pas de vendetta et de match de vengeance entre deux parties. Vous multilatéralisez et vous le placez dans un contexte où des intérêts plus larges sont en jeu. C'est très basique. C'est un concept très basique de la diplomatie. Les traités ne sont pas des documents bilatéraux s'ils sont correctement rédigés, et les violations flagrantes des traités qui sont convenus, systématiquement surveillés et bien conçus, imposent des coûts élevés aux contrevenants. Et donc l'idée qui est très souvent énoncée en Europe ces jours-ci, eh bien, nous pourrions nous mettre d'accord sur quelque chose, mais ensuite, Poutine trichera et continuera, est extraordinairement naïve. Et d'ailleurs, puisque tout dans le discours remonte à un exemple historique, et généralement à Munich à l'automne 1938, il convient de dire très explicitement que l'accord conclu entre Hitler et Chamberlain, lorsque Hitler l'a vulgairement violé peu après, a eu des répercussions massives contre l'Allemagne. Cela comprenait le réarmement massif et accéléré de la Grande-Bretagne, l'union d'une grande partie du monde contre Hitler, l'exposition des mensonges de Hitler, et a permis aux États-Unis de conclure de nombreux accords, même avant d'entrer en guerre en décembre. « 1941, y compris en permettant à Churchill de tenir tête à ceux qui auraient compromis avec Hitler en mai 1940, en disant qu'on ne peut pas faire confiance à Hitler pour conclure un accord. Donc, même le cas le plus célèbre auquel les Européens se réfèrent, en disant que nous ne pouvons pas traiter avec l'autre camp, Munich 38, l'apaisement de Hitler. Les historiens sérieux savent que, tout d'abord, Hitler a estimé qu'il avait été dupé par cet accord, parce qu'il a révélé ses intentions. Cela a modifié son calendrier. Cela a affaibli sa position. Cela a conduit finalement à sa défaite. Ce n'est pas l'histoire que nous racontons maintenant. L'histoire racontée dans les tabloïds est de ne jamais négocier avec l'autre camp. Eh bien, je dirais deux choses. Premièrement, ce n'est pas Munich 1938. Il n'y a rien de l'histoire précédente. Il n'y a aucune situation contextuelle. Toute l'analogie est pathétiquement faible. Et nous avons fait cette fausse analogie à travers chaque guerre dans laquelle les États-Unis ont été impliqués depuis 50 ans, que ce soit en Irak ou ailleurs. Donc c'est faux. Mais même si c'était une analogie sérieuse, c'est un événement historique complètement mal compris. Et donc je dirais simplement que ma conclusion est que les traités sont importants. Ils peuvent fonctionner, ils doivent être correctement rédigés, ils doivent être correctement surveillés, ils doivent être compris pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour multilatéraliser une crise et non pour bilatéraliser une crise en cours. Vous avez mentionné plus tôt que l'avenir de l'OTAN pourrait être remis en question. Et c'est intéressant parce qu'Elon Musk a également été actif sur Twitter. Quel est son rôle dans le gouvernement américain reste encore flou. Mais néanmoins, il a soulevé cette idée. Pourquoi sommes-nous encore impliqués dans cela? Les Européens, leur entreprise causale, cela nous empêche de poursuivre nos intérêts réels. Maintenant, ça fait plus de 30 ans que j'espère personnellement que l'OTAN serait transformée en une architecture de sécurité européenne inclusive, plutôt que d'être un projet hégémonique construisant l'Europe sans la Russie, ce qui devient une Europe contre la Russie. Mais que se passe-t-il maintenant? Parce que si ce n'est pas destiné à être un instrument visant à entourer la Russie, quel est le but? Dans les années 90, nous avions des slogans comme « s'étendre ou mourir »,« hors zone ou hors service ». Voyez-vous une possibilité que l'OTAN perde son objectif et même s'effondre à mesure que les intérêts de ses États membres commencent à diverger de plus en plus, si elle n'est pas utilisée uniquement comme un instrument contre les Russes?
L'OTAN a perdu sa raison d'être en 1990. Le pacte de Varsovie a pris fin. L'OTAN aurait dû être dissoute. L'OTAN a certainement perdu sa raison d'être en décembre 1991. L'Union soviétique a été démantelée. J'étais assez impliqué à cette époque. Il n'y avait aucun risque d'une quelconque invasion russe de l'Europe. L'OTAN aurait dû être dissoute à ce moment-là. Elle est devenue quelque chose de complètement différent d'une défense contre une invasion soviétique. Elle est devenue l'instrument en Eurasie occidentale pour le projet hégémonique américain. Ce n'était pas la raison d'être de l'OTAN jusqu'en 1990. La raison d'être de l'OTAN, quoi qu'on en pense, était de faire face à l'Union soviétique en Europe occidentale. Mais c'est devenu une organisation expansionniste, précisément et explicitement partie de l'unipolarité américaine, de l'hégémonie américaine et des pouvoirs d'application de la loi américaine. Et elle a été utilisée de cette manière à plusieurs reprises. Donc je pense que l'OTAN est mal orientée depuis plus de 30 ans. En ce moment, elle est pleine de problèmes. L'un d'eux est que les États-Unis, à juste titre, sous Donald Trump, disent que ces 30 années d'aventurisme et d'expansion sont terminées. Elles ont échoué. Elles étaient dangereuses. Elles étaient coûteuses. Nous ne le faisons plus. Les Européens sont censés paniquer à ce sujet, mais ils devraient se ressaisir et comprendre ce qui a été dit. Les États-Unis n'ont pas dit que l'OTAN est terminé. Les États-Unis ont dit que l'OTAN ne s'étendra pas davantage. Donc c'est un point important. Trump dit également un deuxième point, à savoir que l'Europe doit dépenser davantage pour sa propre défense. D'ailleurs, je suis en faveur d'une défense commune européenne. C'est la bonne approche. Cela pourrait signifier un autre point de pourcentage du PIB en dépenses. Je ne pense pas que ce soit 5% du PIB. C'est si vous allez en guerre, mais personne ne devrait aller en guerre. Mais pour avoir une dissuasion adéquate et une force militaire appropriée en Europe, cela pourrait être 3% du PIB en ce moment. D'accord, c'est bien, faites-le. Mais c'est différent de l'OTAN. L'OTAN, sous la forme de l'article 5, cessera-t-elle de garantir que les États-Unis interviendraient dans une guerre européenne? Eh bien, c'est là que je dis que dans 10 ans, nous pourrions ne plus avoir l'OTAN. Si les Européens agissent aussi stupidement que leurs dirigeants parlent en ce moment, l'OTAN prendra fin. Si Starmer et Macron continuent de battre les tambours de guerre et qu'ils envisagent réellement de placer unilatéralement des troupes au sol en Ukraine, cela accélérerait la fin de l'OTAN, parce que la scène politique et le public des États-Unis ne diront pas « Mon Dieu, ils avaient une chance pour la paix », mais ils sont allés à la guerre, et nous sommes censés les défendre s'ils sont attaqués en retour. Pas question. Les États-Unis perdraient absolument tout intérêt parce qu'ils ne veulent pas entrer dans la Troisième Guerre mondiale. Donc si Starmer et Macron persistent dans la voie qu'ils suivent actuellement, ils accélèrent la fin de l'OTAN. Maintenant, on pourrait dire « Oh, c'est leur complot machiavélique ». Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de malin dans ce qu'ils font, mais c'est le résultat involontaire de leurs actions. Juste une toute dernière question rapide. Vous avez mentionné auparavant que vous parlez parfois avec certains dirigeants politiques occidentaux et que disent-ils réellement être l'objectif ici? Parce que, encore une fois, Starmer parle d'une coalition des volontaires. Macron dit qu'il ne se soucie pas de ce que Moscou pense des forces de maintien de la paix européennes, même si la Russie les ciblera. Au-delà de ce battement de poitrine, est-ce pour essayer de saboter l'accord de paix? Est-ce pour essayer de rendre l'Europe pertinente en élevant sa voix et en augmentant les enjeux? Ou se prépare-t-il réellement à la guerre sans troupes suffisantes? Ont-ils des informations ou vous disent-ils quelque chose qui rend tout cela rationnel? Non.
2 fois la semaine dernière, j'ai entendu une fois d'un responsable et une fois d'un penseur influent en Europe la déclaration « Oh Jeff, pourquoi prends-tu ces protestations sur l'élargissement de l'OTAN si sérieusement? Nous savons que l'OTAN ne va pas s'élargir à l'Ukraine. » J'ai entendu cela 2 fois la semaine dernière. Je suis retourné et j'ai examiné la situation. Il ne fait aucun doute qu'il y a des dizaines de déclarations. J'ai recueilli environ 20 déclarations de très haut niveau ces derniers mois où il était solennellement affirmé que l'OTAN s'étendra à l'Ukraine. Donc, selon ce que j'ai entendu 2 fois la semaine dernière, les déclarations publiques ne sont que des mensonges et les déclarations privées sont très différentes. J'ai demandé les 2 fois, quel est le but de ce mensonge public? C'est une dégradation de la démocratie et très dangereux à mon avis. Je pense que je n'ai pas entendu de bonne réponse à cela. Est-ce que les Européens suscitent habilement la peur pour augmenter le budget de la défense? Est-ce que les Européens essayent de devenir des figures héroïques parce qu'ils manquent de soutien public dans leur pays? Est-ce de la paresse parce que nous avons l'article 10 du traité de l'OTAN qui revendique une porte ouverte pour que personne ne puisse dire le contraire? Est-ce de la naïveté? À mon avis, c'est mentir. En privé, ils disent une chose et en public, ils en disent une autre. Ce genre de mensonge peut nous tuer tous en ce qui me concerne. Les dirigeants devraient dire la vérité. Vraiment, je ne parle pas d'une manœuvre militaire tactique du matin au soir. Je parle de haute politique qui est déclarée et redéclarée. S'ils croient en privé quelque chose de différent de ce qu'ils disent en public, ils doivent absolument arrêter de mentir. S'ils croient vraiment que l'OTAN va s'élargir, ils ont besoin de se faire examiner la tête, franchement, parce qu'ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Mon avis est qu'ils mentent. Je suis conscient que les politiciens mentent, mais mentir sur quelque chose d'une telle gravité et conséquence, et de manière si répétée sur une période de décennies, même dans le contexte de la guerre et du risque de guerre nucléaire, est inacceptable. Super. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà pris trop de votre temps. Donc, professeur Sachs, c'est toujours un grand plaisir de parler avec vous. De même. Merci pour votre perspicacité. Merci beaucoup. Au revoir. En 2021, nous n'avons cessé de répéter que l'Ukraine allait rejoindre. Nous n'avons cessé de le dire encore et encore. Y avez-vous cru? Donc nos diplomates mentent? Oui. C'est le monde réel, les gars. Allez, c'est le monde réel. Attendez une seconde. Nos diplomates mentent tout le temps, mais les Russes devraient leur faire confiance lorsqu'ils offrent des assurances.